Merci. On va du coup ouvrir la quatrième et dernière grande partie de cette afternoon retail media. Et si je ne me dis pas de bêtises, on va parler de live shopping. Et j'invite Emmanuel et Julien à nous rejoindre sur scène sous vos applaudissements. On peut les applaudir. Bonjour à tous les deux. On va parler des avancées du live shopping et on va présenter une cartographie du live shopping. À tout de suite. Une ébauche en tout cas. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, donc avec Julien, on a eu la chance de travailler avec une task force et les acteurs du marché sur le live shopping, sur les ambitions et justement qu'est-ce qu'était ce canal de vente au sein du retail. Tout l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est de reposer les bases, de se reposer les bonnes questions, de mettre en avant et de mieux comprendre qui sont les intervenants dans ce marché, qui en un an ont particulièrement évolué, et en tout cas offrir la meilleure visibilité sur les acteurs, les formats, le fonctionnement, ce qu'on peut en attendre et ce qu'on souhaite en faire. Bonjour. Pour corroborer ce que dit Emmanuel, le live shopping, comme un accord avec tous les membres du groupe de travail, n'est pas la révolution qu'on peut voir en Asie, en Europe. Aujourd'hui, les 4 grands marchés qui tirent le live shopping sont la Chine, l'Inde, le Brésil et le Mexique. Et en Europe, nous sommes encore très loin des milliers d'heures de live shopping qui sont diffusées dans ces pays et l'usage qui est devenu massif dans ces pays. En Chine, c'est 421 milliards de transactions en yuan l'année dernière. On a du coup mené des réflexions sur ces sujets-là. Il y a un sujet culturel, il y a un sujet de méga-zap où les audiences sont centralisées. Il y a un sujet prégnant des calls, les key opinion leaders en Chine qui ont une importance forte sur lesquels les consommateurs suivent. Et cela donc, nous amène à non pas avoir un discours pessimiste, bien au contraire, mais comment construire le live shopping et le live commerce en Europe avec ses spécificités européennes. On a voulu identifier 4 grands blocs en fait, sur ces histoires de live shopping. Alors, on va parler de live commerce. C'est intéressant de parler de live commerce parce que le live commerce nous permet en fait, de créer différents formats et différents usages. On a mis le live branding. Le live branding, en fait, à travers le live, on peut interagir avec une communauté en direct. Et cette interaction permet de créer l'awareness autour des marques. Donc là, évidemment, on est ni plus ni moins sur une stratégie sur du temps long et qui est de communiquer autour de la marque. Ensuite, on a le live learning. Donc là, le live learning, on va passer d'un modèle de branding à un modèle de service. Donc on va tomber vraiment dans du serviciel. Et l'idée, ça va être en fait de créer un service d'aide à la décision au consommateur. Et le consommateur aujourd'hui est demandeur de cela. Il vient sur les lives pour chercher une information qu'il n'a pas et un service d'aide à la décision. Ensuite, on a du one-to-one. Donc là, on est dans du service sur mesure, vraiment du personal shopping, qui est prégnant dans le monde du luxe, principalement. C'est né durant la période du Covid, où les clients du monde du luxe étaient en contact avec les vendeuses dans les boutiques et les vendeurs. Et ensuite, vous avez une grande catégorie live shopping qui, elle, a comme principal objectif en fait, de venir nourrir un bas de funnel pour arriver finalement à une transaction immédiate. Donc, on parlait de retail média avant. Le live shopping, c'est vraiment ça. C'est du retail et du média. On est vraiment sur du média transactionnel presque. Et une fois ce live shopping réalisé, on a un contenu qui va venir, qui est la double valeur du live shopping, qui va être le vidéo commerce. C'est la réutilisation de ce contenu. Alors live shopping, c'est ce que je disais, c'est une histoire récente. On est quelques pionniers à avoir démarré en 2020-2021 sur le sujet. On était vraiment dans une phase de test and learn, découverte. En 2022, il y a eu plutôt la compréhension de ce test and learn, donc comment on arrive à générer de la performance, pourquoi, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et en 2023, ce que je disais en préambule, il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à construire, mais il y a des acteurs qui sont déjà dans des phases de rationalisation. On vous présentera des use cases, on vous présentera des inspirations à l'international, en France, des use cases qui marchent et sur lesquels on a trouvé le ROI. Alors, ce qui était assez intéressant, il y a une étude qui est sortie récemment, une étude de YouGov, justement, qui repositionne les ambitions et la vision et les besoins sur le live shopping. Ce qui était intéressant là, c'est qu'en effet, c'est quelque chose qui se construit finalement de façon assez récente, mais les perspectives sont plutôt réjouissantes également. Aujourd'hui, en quelques chiffres, eh bien, 30% des Français connaissent le live shopping.
Enfin, voilà, c'est pas un mot vulgaire, c'est pas un mot qu'ils ne comprendront pas. Pour 30% de la population française, ça va leur parler et ça va leur faire un instinct. Ce qui est particulièrement intéressant là-dedans, c'est que sur la population française, 14% disent avoir participé à un live shopping. Alors, ok, donc c'est 14%. Okay, il nous en reste encore finalement pas mal. Hein, on a 86% à aller chercher. Donc il y a du taf et il y a de l'ambition. Mais le point, en tout cas, qui est loin d'être inintéressant et qui, pour nous, allume des clochettes de ROI positive, c'est finalement, sur les personnes qui ont consommé du live shopping, 67% ont transcrit ça, ont transformé l'acte d'achat. Donc, il y a vraiment l'intérêt du produit, l'intérêt du contenu qui travaille à sa transformation. Mais on verra un peu plus tard que, au-delà du live et au-delà de la transformation business, il y a d'autres enjeux qui sont particulièrement intéressants. Alors, on a mis les 4 plus gros chiffres sur le live, enfin, et sur les secteurs qui étaient les plus plébiscités par l'audience. Donc, en gros, tout ce qui est vêtements, cosmétiques, décoration, produits et tech. Ça ne veut absolument pas dire que c'est uniquement ces 4 secteurs qui fonctionnent, mais c'est les 4 secteurs les plus plébiscités qui auront donc en soi une audience massive la plus large possible. Mais derrière, tout ce qui est développement et on les voit pas mal, même en alimentaire, de live shopping sur de l'alimentaire, fonctionne également. Donc il n'y a pas de restriction. C'est juste 4 gros focus principaux. C'est toi? C'est moi? Vas-y, démarre. Bon, on avait répété. Hein. L'audience également. Donc aujourd'hui, ce qui est également intéressant dans les données qui sont sorties de YouGov, c'est que finalement, 24% de la population française souhaite que les marques accélère cet usage et accélère le live shopping. Donc ça devient quelque chose qui est finalement assez plébiscité. Alors plébiscité quand même un peu plus par une cible jeune entre 18 et 34 ans. Majoritairement, c'est eux qui sont à l'initiative et à cette demande de ce canal de vente un peu différenciant. Ce qui est aussi intéressant et assez contradictoire également, c'est que ces personnes plébiscitées, et c'est également dû à l'âge, quand on a 18-34 ans, on est forcément beaucoup plus sur les réseaux sociaux, mais donc ils suivent l'audience, ils suivent leurs influenceurs, ils font confiance à un influenceur, mais ceci dit, pour diverses raisons, n'achètent pas, ne vendent pas et ne vont pas plus loin sur les réseaux sociaux, mais sont des usagers réguliers de ces réseaux-là. Donc en effet, c'est vraiment contradictoire parce que le consommateur veut consommer chez le marchand, chez le retailer, et ne trouve pas l'incarnation à travers le live shopping et à travers un influenceur dans le réseau social. Donc le réseau social sert ni plus ni moins d'amplificateur d'audience, mais doit absolument concrétiser le live chez le marchand, chez le e-commerçant. Donc avec notre task force, on a fait en milieu d'année, on a réalisé un questionnaire qu'on a envoyé aux annonceurs et au marché pour essayer de comprendre leurs attentes, les besoins, qu'est-ce qu'ils mettaient derrière le live shopping, quels étaient les critères clés pour eux de réussite. Alors, je vais vous passer la lecture de cette slide, mais in fine, ce qui est assez intéressant dans les usages, dans les points clés de réussite ou dans le ROI, c'est que finalement, le live shopping n'est pas un outil qui est uniquement utilisé pour transformer directement et faire un ROI business de vente immédiat. Non, au contraire, il va travailler sur l'awareness de la marque, sur sa désirabilité. Il va également, et ça pour le coup, les annonceurs commencent à le comprendre aussi, dans ce qu'on disait Julien tout à l'heure, à savoir que la notion de live devient ensuite une notion de vidéo-commerce. Donc c'est aussi quelque chose, une fois que le live est passé, eh bien, la notion de replay est un élément clé dans le funnel du consommateur et du coup dans le parcours client. Et donc ce point de ROI est également marqué par l'usage et la consommation après du replay. En point ROI, on note également dans les questionnements ou dans la vision que les annonceurs se font sur le live shopping que ça devient un véritable moyen donc, de vidéo-commerce et de nourrir leur own de marque et d'amplifier le own de marque. Donc c'est quand même assez intéressant de se dire qu'aujourd'hui,
dans la façon de penser. On attend bien évidemment, quand on prononce le mot live shopping, enfin ces deux mots, eh bien, on attend une transformation business immédiate. Oui, c'est vrai, c'est l'enjeu, mais pas que. Et ça vient nourrir beaucoup d'autres assets positifs de la marque. Alors pour reprendre l'analogie de Christophe, nous, on n'est pas en phase de finition, on est encore en phase de construction. On vous a projeté cette cartographie qui sera encore travaillée d'ici 2 mois. L'idée, là, c'est de créer aussi également une cartographie interactive. En fait, on vous a mis l'idée, c'est que vous ayez une carte d'identité de chaque acteur avec leur singularité et les assets qu'ils proposent. Cette cartographie existe depuis 1 an. On a fait un léger update, on a commencé à l'enrichir. Elle va encore évoluer et elle sera publiée et diffusée sur le site de l'Alliance en septembre avec cette singularité pour que tout le monde puisse s'y retrouver sur les technos, sur l'audience, sur la production, enfin voilà, pouvoir bien déterminer les assets des uns et des autres. Tu as tout dit. Okay. Très bien. Et je crois que je laisse Alors le pour la micro à suite, Antoine. on va appeler Antoine qui nous rejoint. Sous vos applaudissements. Bonsoir à toutes et à tous. Salut Antoine. Salut Julien. Allez, on va vous parler du coup d'activation de vos audiences pour vos lives. voilà, moi je m'appelle Antoine Leclerc, je suis le fondateur de Cast. On est une solution de live et de vidéo commerce. Et l'objectif, c'est en tout cas pour moi d'être très actionnable pour vous donner des tips, pour vous aider finalement à comprendre les bonnes pratiques pour justement réussir à générer de l'audience et de la performance sur vos lives. Le premier, c'est d'imaginer que le live, c'est pas juste un événement que vous avez à un instant T dans votre parcours client. C'est un événement qui se prépare. Il y a un événement, il y a l'avant, le pendant et l'après-live. Et en fait, il faut vraiment imaginer le live comme une usine à contenu. C'est un événement d'animation commerciale, mais sur lesquels vous allez pouvoir vous permettre de créer du contenu avant, comme par exemple des teasers qui vont vous permettre de driver de l'audience sur le live. Et je pense que vous en avez déjà toutes et tous vu, qui vous ramènent sur le live, qui vous donnent un petit peu les points principaux de valeur pour le client, pour venir sur le live. Vous avez l'élément live, donc effectivement l'événement commercial d'animation qui va vous permettre de découvrir les produits en direct, partager un moment avec les consommateurs ou avec la marque, participer éventuellement à des jeux concours, bénéficier de promotions. Et ensuite, vous avez toute cette phase de replay. La phase de replay, en fait, elle est décisive dans la manière dont vous allez créer le ROI. Donc, Julien, tu parlais tout à l'heure justement de cette phase de rationalisation, et notamment depuis fin 2022 et sur toute l'année 2023, on le voit aujourd'hui au niveau de l'ensemble de nos clients. Ils ont compris ce qu'étaient les stats de live commerce, donc la performance du live commerce, et aujourd'hui, ils sont dans cette phase de recherche de performance. Et pour rechercher la performance, il y a 2 sujets. On va baisser les coûts d'un côté, mais on va aussi augmenter les revenus. Cette partie valorisation du replay, donc lorsque vous allez avoir ce live qui a été réalisé et toutes les capsules que vous pouvez imaginer à partir de ce live, on va parler par exemple de capsules de présentation de produits, donc vous voyez des shorts vidéos de présentation de produits. On va parler de best-of, je pense que vous en avez aussi déjà vu certainement sur les réseaux sociaux, des best-of live, mais vous pouvez aussi aller ensuite vers des making-of et tout un tas finalement de contenus qui sont produits pour justement permettre de valoriser ça dans le temps. Deuxième sujet, c'est la récurrence. Lorsque vous organisez une stratégie de live commerce, la notion de récurrence, le fait de faire un live de manière régulière, est aussi extrêmement importante pour bénéficier justement de cette valeur. Ça va permettre de booster la médiatisation naturellement. Je prends l'exemple de Boulanger juste après, mais eux font des lives tous les jeudis, 18h30. Vous savez que le jeudi 18h30, c'est le live B, c'est le live Boulanger auquel vous pouvez vous connecter pour justement bénéficier de l'ensemble de l'expérience. Et le troisième point, qui est un point aussi décisif, mais un peu différent des autres, c'est le concept. Le concept de live, c'est poser une approche de live qui va être effectivement intéressante pour les clients. Si vous avez un live qui n'est pas intéressant, si vous avez un événement qui n'est pas intéressant pour les clients, c'est-à-dire qui ne matche pas dans leur grille de valeur, bah vous allez mettre de l'eau dans une passoire, globalement, quand vous allez médiatiser. Donc vraiment, ce sujet finalement de concept, le fait d'avoir systématiquement de la promotion, du jeu concours, des animateurs qui sachent de quoi ils parlent, est hyper important. L'exemple de Boulanger, donc je vous en parlais juste avant, Boulanger, c'est plus de 100 lives réalisés directement sur leur site, multidiffusés en général sur les réseaux sociaux. Et donc pour partager leurs bonnes pratiques, le concept,
hyper engageant. Vous avez Paul qui est l'animateur phare qui organise en permanence une vraie dynamique positive autour du live. Ils invitent systématiquement des experts produits à les rejoindre pour justement apporter de la valeur contenu. À côté de ça, ils ont systématiquement un jeu concours sur chaque live. Donc ça permet aussi de drainer de l'audience de manière positive. Ils font 1 à 2 lives par semaine. Et maintenant, ça depuis plus d'1 an et demi maintenant. Et typiquement, la notion de teasing est systématique sur chaque live pour justement permettre de driver de l'audience en amont. Et enfin, ils réutilisent systématiquement les contenus, donc les replays, les best-of, etc. Alors, ce que vient de dire Antoine, c'est hyper important, c'est-à-dire pourquoi vos clients et vos prospects vont venir sur un live. On a posé comme ça 5 questions. C'est quel est l'intérêt de venir sur un live, un rendez-vous live, parce que venir à 18h30 sur une émission, ça peut être contraignant. Pour écouter qui? Pour apprendre quoi? Pour quels objectifs et pour vivre quelles expériences? C'est vraiment l'architecture dans laquelle il faut bâtir la ligne éditoriale de votre live et pouvoir répondre à ces questions de vos clients. Donc la proposition de valeur du contenu est le levier majeur en fait, pour les audiences. Si vos thématiques collent avec vos prospects et vos consommateurs, vous aurez de l'audience. Si c'est, pour reprendre l'analogie de l'eau dans la passoire, c'est exactement ça. Si ça ne colle pas, vous ferez un live pour rien. Et du coup, vous engagerez des coûts pour rien. Nous, chez LiveOne, on a co-conçu avec Engie depuis maintenant 12 mois le use case Engie qui est du live conseil. Donc on n'est pas dans du live shopping, on est dans du pur conseil. Depuis 2022, c'est 22 lives, c'est 45 000 spectateurs, 250 000 en replay et un temps moyen de 29 minutes. La particularité du live conseil, c'est qu'on crée des thématiques, et je vais vous l'expliquer après, qui intéressent vraiment l'audience. C'est quoi les facteurs clés? C'est évidemment focaliser sur la pertinence et la variété du contenu. Les thématiques, c'est par exemple les aides de l'État pour changer votre pompe à chaleur. Aujourd'hui, c'est un irritant chez un consommateur Engie de devoir remplir un dossier d'aide de l'État. Donc nous organisons des lives pour aider le consommateur, le prospect, à bénéficier de ces aides de l'État. Et à chaque fois, on va avoir quelques milliers de personnes qui vont venir et ça va générer des leads vers Engie. Donc on a créé ces live conseils, des live Q&A, des cas d'usage. Ensuite, la récurrence. Pareil, on est sur un bimensuel, on est sur en moyenne 2 lives par mois sur différentes thématiques. Et ensuite, évidemment, l'audience. L'idée, c'est de segmenter l'audience, de cibler l'audience. Donc, on part sur des bases CRM. Puis maintenant, on est sur une activité média où on pousse des extensions d'audience pour pouvoir toujours venir nourrir ces thématiques chez Engie. Et le cas que je voulais vous partager, c'est un cas différent de celui de Boulanger, forcément, on est chez Etam. Et vous avez peut-être déjà vu ce fashion show, le fashion show Etam qui se passe du coup chaque année, qui est magnifique. Je vous invite à le regarder, d'ailleurs c'est en général 2 fois par an. Là on est sur le défilé croisière qui s'est passé en mai dernier, donc magnifique défilé qui s'est passé à Saint-Tropez, chez Sénéquier. Et associé au live, pour vous illustrer vraiment ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'usine à contenu, on a ce format live, qui est le format vraiment dynamique, hyper engageant, hyper finalement immersif pour l'audience. Et a posteriori du live, vous voyez, on a des petites capsules, ce qu'on appelle des shorts, qui vont rester dans l'expérience client et qui vont être positionnés directement sur le site en fonction du parcours client. Donc là, typiquement, les shorts étaient positionnés sur la page forcément de l'événement, donc la page du défilé, mais on va pouvoir les retrouver, par exemple, parfois sur la page d'accueil en fonction des différents événements commerciaux, ou plus bas ensuite dans le parcours client. C'est bon. Ok, Merci à tous. Donc, du coup, on va appeler Dove. Alors, Marie-Axel n'est pas là, elle s'excuse, donc elle te confie la tâche de présenter. Elle ne pouvait pas venir, donc du coup, je vais démarrer. Peut-être que Hop. Merci. Alors, nous, on a catégorisé, en fait, tout ce qui a été dit, on va le reprendre un petit peu ici. Donc, on a catégorisé les live shopping. On va voir ça à travers des cas d'usage à l'étranger, aux États-Unis, en Europe et en France. Donc, nous, on a créé une matrice qui était audience et conversion, pour dire que finalement, on a 3 catégories. On a fait le tour du monde des lives qu'on a trouvé. C'est d'abord le show and sell, ensuite le learn and sell qui sont dans la catégorie one to many, où on s'adresse à plusieurs personnes, et le guide and sell qui est dans la catégorie one to one. Donc en fait, on a créé une matrice où on se dit qu'en fonction des audiences, on va avoir une probabilité de conversion qui sont plus ou moins élevées. Donc je vais démarrer directement. Bon, pareil pour reprendre, excusez-moi, la slide d'avant. On a quand même noté qu'il y avait 70% des Européens et des Français qui avaient quand même la volonté d'acheter en live shopping. Donc c'est une demande à adresser et c'est pour ça qu'on va catégoriser ça.
Donc sur la partie show and sell, qui est celui que vous connaissez probablement le mieux, qu'Antoine vient de montrer avec Etam notamment, là on va avoir une audience qui est très large, avec un influenceur ou une célébrité ou plusieurs célébrités qui vont apporter leur audience, plus l'audience de la marque ou du distributeur. Et dans ces cas-là, effectivement, ça va répondre à un usage qui est très vidéo, avec la possibilité d'échanger, d'interagir, parce qu'il ne faut pas oublier que le live commerce, c'est quand même la possibilité d'avoir des interactions, ce qui n'est pas le cas sur une vidéo simple. Et là-dessus, on va avoir une audience qui est très large, avec un taux de conversion qui est un peu moins élevé, mais l'audience étant très large, ça crée quand même du ROI. On va prendre quelques cas, donc notamment là c'est aux États-Unis. Alors je reprends les slides de Marie-Axel que je ne connais pas parfaitement, mais c'est une chaîne de fast-food donc alimentaire aux États-Unis où là ils ont créé un événement. C'est une chaîne directement de live shopping où on a des influenceurs qui vont se relayer pour faire des recettes en direct et on peut retrouver des vidéos shoppable directement dans le site du distributeur. Donc ça permet de faire grandir la base de données et du distributeur et via des influenceurs. On a ensuite donc un format qui est plus européen là, et français où on a par exemple le chef Simone Zanoni qui est un chef étoilé qui a fait une collab avec Monoprix, donc là qui est plus une marque mais qui est un distributeur où il crée des recettes en direct et il a même créé des produits à son effigie en collaboration avec Monoprix qui va vendre avec des interactions, mais ça s'adresse effectivement et à sa communauté et à celle de Monoprix. Donc ça, c'est le canal que vous connaissez aujourd'hui le mieux, qui performe très bien. On a besoin de gros influenceurs, notamment en France, avec des grosses communautés, pour aller chercher effectivement le ROI dont on parle. Là, il y a quand même, dans le funnel, on est au niveau de la notoriété de l'awareness, c'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin d'aller montrer l'image, la noto, tout ce qui va avec pour créer de la désirabilité pour les marques ou le distributeur. Ensuite, on a le deuxième format qui est qu'on appelait Learn and Sell. Donc là, ça répond quand même à un besoin de conseils et d'informations. Et ça peut être du produit ou du service. Et ça peut être du B2B, du B2B2C, du D2C. Ça peut s'adresser vraiment à tous les clients potentiels. Là, on va dire que le client est un peu plus qualifié parce qu'il y a un besoin d'explication. Et le taux de conversion va être aussi un peu supérieur. Donc on va prendre quelques cas là, notamment aux États-Unis. Donc les services financiers ou les banques ou les assureurs, on le sait tous, aujourd'hui on va pouvoir aller apply directement en ligne et créer un compte sans avoir parlé à personne. Donc ils vont avoir accès à toutes nos données financières sans qu'il se passe quoi que ce soit. Là, ils vont essayer d'humaniser, comme on dit souvent en live commerce, le web, en disant on va vous guider en avant-vente pour savoir à quel forfait ça va correspondre pour vous et créer la vente dessus. On va avoir un deuxième exemple qui est dans le secteur automobile, ce qui montre que sur ce Learn and Sell, on peut être sur tous les secteurs et sur tous les métiers. Donc effectivement, comme disait Emmanuel avant, il y a des grosses familles comme la mode, la beauté, la déco et autres, mais en tout cas aux États-Unis, ils montrent que c'est assez généralisable. Donc là, c'est Cadillac qui va gérer tout son avant-vente directement depuis le live shopping, où ils vont pouvoir un petit peu catégoriser leurs clients, donc gérer un peu mieux leur CRM et créer du drive to store dans les concessions automobiles, où à ce moment-là, les clients vont venir acheter, ils auront déjà une idée très claire de l'achat qu'ils voulaient faire. On en a un autre qui est le même à Hong Kong qu'un service d'assurance et de mutuelle, qui est un peu le même que le premier Better. On pourrait aussi avoir une autre slide qu'on n'a pas là, qui est un peu la continuité d'un Monoprix avec Moulinex, où on crée un rendez-vous, comme vous le disiez avant Antoine, Julien, Emmanuel, on crée un rendez-vous avec le client. On a créé une stratégie pour qu'ils viennent et créer une récurrence. Et dans ces cas-là, Moulinex, au lieu de faire intervenir Cyril Lignac, ils vont faire venir un chef, un expert pour faire des recettes et montrer tous les nouveaux produits de Moulinex, par exemple, à travers des recettes, tout ce que l'on peut faire avec des mécaniques de promo, de co-branding, de jeux concours, tout ce qu'on connaît dans le live shopping. Et dans ce cas-là, effectivement, on a un désir qui est plus sur le besoin. Ça pourrait être Karcher aussi, qui a un besoin
qui est vraiment besoin d'explications techniques, plutôt que d'aller dans une fiche produit sur un site internet qui va durer 250 lignes, vous avez directement le live où vous connaissez le produit un peu mieux. Et ensuite, on a le troisième format que vous connaissez probablement un peu moins, qui est le Guide and Sell, qui est le one-to-one. Donc là, c'est vraiment un client qui parle directement à un conseiller. Donc là, ça répond à un besoin de personnalisation, d'une expérience qui est très proche du retail. Quand vous rentrez dans une boutique, on s'adresse à vous, on vous dit bonjour. Là, c'est la même chose. Donc l'audience est ultra qualifiée. Et là, c'est de l'expérience avec un taux de conversion qui est très élevé. On va prendre d'ailleurs le cas de figure de Dior. Donc là, Dior, ce service existe. Vous allez sur le site de Dior et vous allez dire « je veux parler à un expert ». Ça arrive dans une cabine, dans nos studios en l'occurrence, où on a fait un travail assez précis avec Dior et énormément d'échanges pour avoir une cabine qui ressemble exactement à une boutique, avec une experte, une vendeuse qui a été formée par les équipes de Dior et qui sait répondre à toutes les demandes. Donc là, c'est vraiment ce one-to-one où on a le taux de conversion effectivement le plus élevé. Ça va quand même dépendre du bon vouloir des équipes e-commerce, parce que quand on parle de live shopping, on parle quand même de live commerce, de commerce, et ça passe par le site. Et il faut quand même que les stratégies soient bien définies et bien menées, que le widget soit au bon endroit, que la catégorisation soit au bon endroit, qu'on puisse avoir dans l'arborescence du site clairement les services, tout ce que l'on peut faire avec, que ce soit en one-to-many ou en one-to-one, qu'on puisse avoir accès à ce service que les marques veulent prodiguer. Donc, je vais donner un autre exemple qui est Apple. Donc, Apple qui a fait aussi du one-to-one et qui ont, eux, poussé au niveau inclusif. Et on dit, on va proposer justement ce service avec un one-to-one en langage des signes pour aller adresser en fait tous les consommateurs potentiels, comme on le ferait dans une boutique. Et on a un autre exemple encore qui est Samsung, où là, ça va être et la marque et le distributeur. Donc, Samsung, par exemple, va permettre d'avoir une discussion en live ou en chat, ou les deux, sur leur site ou sur le site de distributeurs comme Fnac, Darty ou Boulanger, et de pouvoir justement donner énormément d'indicateurs aux consommateurs pour motiver l'achat. Donc, ce cas de figure du live commerce en one-to-one, c'est celui qui se rapproche le plus de l'expérience qu'on a en retail. Et l'idée qu'on a aujourd'hui quand même dans le live commerce, c'est de rapprocher le fossé qu'il y a entre l'e-commerce traditionnel avec des taux de transformation qui sont assez bas, du taux de transformation que l'on a en retail qui est assez haut. On va être un peu entre les deux parce que l'expérience qu'on va donner en live commerce, elle est très proche du retail. Et en fonction de l'auditorat qu'on a et des mécanismes que l'on met en place, on va réussir à faire, ce que disait tout à l'heure Julien, beaucoup de chiffre d'affaires, baisser un peu les coûts. Et pour ça, c'est quand même un cercle vertueux qu'on est en train d'essayer de construire avec les marques et les distributeurs. Voilà, donc je vais passer la parole du coup à Benoît et Laurent. Merci Dove, on peut l'applaudir. Merci. Et on va accueillir Benoît Cizeron et Laurent Edginger. Bonsoir à tous les deux, il est quasiment 6 heures, on peut dire bonsoir. Prenez chacun un micro et vous allez nous parler des actifs créés par le live shopping, durée de vie du contenu de vidéo. On vous écoute. Bonjour à tous. Je te laisse commencer, Benoît. Bonjour à tous, donc Benoît Cizeron, je suis VP Vidéo Commerce chez Applause by Advice. On va vous parler des actifs, et pas que des actifs, mais en tout cas de la vidéo globale. La zapette est où? C'est celle-là. Vas-y, hop. On parlait d'expérience, on parlait de vidéo, on parlait d'engagement. Ce qu'il faut bien comprendre sur le funnel dans sa globalité, c'est qu'aujourd'hui, les chiffres de Content Square sont assez clairs. Le taux de rebond est relativement élevé, 49% en moyenne e-commerce européen. Le taux de conversion est à 2,9, Content Square février 23. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré tous les investissements marketing que vous pouvez mettre en place en amont, la probabilité pour qu'à la fin, votre prospect ou customer clique et achète reste relativement faible. Notre conviction, en tout cas, notre croyance, elle est assez simple. On peut même faire un test, si vous voulez, en 20 secondes. C'est qu'aujourd'hui, l'expérience, on parlait du retail, mais l'expérience d'achat est la même depuis 20 ans. Vous avez les mêmes catalogues produits depuis 20 ans.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes en boutique, vous pouvez toucher le produit, vous pouvez le sentir, vous pouvez le regarder. Ce qui n'est pas forcément évident lorsque vous avez une fiche produit avec un visuel, un titre, un descriptif et un prix. Et puis vous avez un conseiller qui est là pour répondre à toutes vos questions et lever ce qu'on appelle les freins à l'achat. Globalement, aujourd'hui, une expérience, alors les 10 secondes, ce n'est pas pris au hasard, mais on verra pourquoi. Ça ne veut pas se mettre en route, je ne sais pas. Et non. Sur la slide de gauche, vous voyez on va dire une expérience assez basique de fiche produit avec un titre, un descriptif. Ce titre, ce descriptif, il y a un prix. Et souvent, ce qui est mis en avant dans tous les tests qu'on a réalisés, c'est l'attribut prix. Sur Internet, vous le savez tous, le prix, c'est ce qui est regardé en numéro 1. Contrairement à normalement la slide d'après, où là, on a une vidéo du Vacuum Karcher, où on voit le produit qui est en fait une tasse de café qui tombe sur une moquette, le produit qui est aspiré directement via le Vacuum Karcher. Ce que ça veut dire, concrètement en termes de chiffres, c'est lorsqu'on a une vidéo qui présente le bénéfice client et donc le bénéfice produit, pardon, on a 20% d'intention d'achat supplémentaire. On engage beaucoup plus aujourd'hui vos prospects et vos clients dans le funnel d'achat. Et ça, c'est relativement important. Ok, on peut même couper le son, c'est pas très grave. Es que nunca había pensado que mi fondo de pantalla pudiera contaminar. Je sais si on peut couper le son, sinon on va pas s'entendre. O sea, pensar que esto... Donc je vais aller vite. Donc on voit émerger ce qu'on appelle des shoppable vidéos. Antoine parlait de shorts. Globalement, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous faire la messe. Cisco dit que 80% aujourd'hui du contenu des internets, c'est de la vidéo. Donc Cisco gère les grands routeurs, les grands réseaux. Quand vous allez sur la partie social, que ce soit TikTok, Instagram, le format vidéo est celui qui est le plus plébiscité. Notre conviction profonde, c'est qu'on va avoir la même chose côté e-commerce. On va passer, ça ne veut pas dire que les fiches produits vont disparaître, mais en tout cas, il va y avoir une évolution profonde de l'expérience, beaucoup plus immersive et engageante, grâce à la vidéo. C'est ce qu'on appelle shoppable vidéo. Et donc, évidemment, Antoine en parlait juste avant moi, le contenu que vous allez produire pendant un live, vous faites 30 minutes de live, il est extrêmement important au moment du live pour engager vos prospects, mais après pour venir enrichir vos parcours. Et puis on travaille sur ce qu'on appelle les stratégies omnicanal. Et là, Laurent sera beaucoup mieux en parler que moi, puisque c'est monsieur qui gère les contenus. On peut réutiliser les contenus qui sont utilisés par aujourd'hui les plateformes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, pour mettre en avant la proposition de valeur du produit et optimiser le parcours. Concrètement, aujourd'hui, nous, on a déployé ça chez Orange, par exemple, en Espagne. Un taux de clic moyen chez Orange Espagne d'une bannière ou d'un carrousel était de 7%. Aujourd'hui, on monte à 26% de taux de clic pour découvrir le produit. On a travaillé les formats, on a travaillé les titres, les call to action, etc., etc. Mais le fait de présenter dans une vidéo courte de 15 secondes, 3 minutes maximum, la proposition de valeur en vidéo, ça impacte beaucoup plus qu'un élément statique. Magimix, par exemple, avait un taux de rebond de 51%, donc même pas une personne sur deux regardait une page de leur site et partait. Avec la logique de vidéo, de shoppable vidéo, on est descendu à un taux de clic de 21%. Ce n'est pas des petits chiffres, hein. C'est énorme l'impact réel de la vidéo. Vous ne posez pas la question si les gens regardent TikTok. Pour les gens qui sont passionnés, il y a des études cognitives qui montrent que de manière très concrète, aujourd'hui, la vidéo est le format le plus plébiscité. Et je suis désolé de dire ça, mais parce que c'est le format qui demande le moins d'efforts au cerveau. Lire du texte, c'est compliqué. Comprendre l'arborescence d'un site, c'est compliqué. Regarder une vidéo, vous êtes passif. Et effectivement, la télécommande universelle, votre pouce, fait très bien le travail. Et donc après, sur cette logique d'omnicanalité de vidéo, je laisse la parole à Laurent. Merci Benoît. Donc, je m'appelle Laurent Echinger, je suis le fondateur de l'agence The Nemo Point et on accompagne les marques sur la création d'expériences live et la création de contenu. Je vais vous redire quelque chose qui a été dit par l'ensemble des intervenants qui viennent de passer sur le live shopping, mais c'est une conviction forte et surtout, à mon sens, une énorme opportunité pour les marques. C'est-à-dire que quand vous créez un dispositif live shopping, vous créez évidemment un événement live, vous créez un événement replay que vous allez pouvoir diffuser,
mais vous avez surtout la capacité de créer du contenu vidéo. Et comme l'a dit Benoît, aujourd'hui, le contenu vidéo pour les marques est un élément absolument central de leur stratégie marketing. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites un live shopping, vous pouvez facilement mutualiser les moyens de tournage. Vous pouvez facilement, ce qu'on fait en télé, utiliser ce qu'on appelle le tourné-monté. Vous avez des équipes qui réalisent sur place. Vous pouvez récupérer juste derrière une vidéo montée que vous allez pouvoir utiliser sur votre site. Et puis, vous pouvez faire ce qu'on appelle des versionnings, soit des versionnings en fonction de vos produits, d'une personnalisation, soit en fonction de langue, avec des outils aujourd'hui que tout le monde connaît, mais qui existent et qu'on est capable d'agglomérer, de machine learning, d'intelligence artificielle. Et toute cette façon de rentabiliser un live shopping, c'est-à-dire de s'offrir ce moyen de communiquer pour la marque, mais aussi de créer des assets vidéo, vous allez pouvoir faire plein de formats différents. Benoît vous a parlé des shoppable vidéos, mais vous pouvez faire des packshots, des tutos, des fiches produits, des teasers pour les lives suivants. Donc c'est une vraie opportunité pour les marques. Toutes les marques qui commencent une stratégie live shopping peuvent mettre en place ces dispositifs. Et puis il y a des marques, comme l'a rappelé Julien et Emmanuel, qui ont lancé leur stratégie live shopping il y a un an et demi, qui sont en train de se structurer et donc qui ont développé des vrais assets, des expertises en interne, soit avec leurs collaborateurs, soit avec des logiciels, et qui commencent à créer des assets pour créer encore plus de contenu. Je vous donne 2 exemples. La marque Decathlon qu'on accompagne vient de créer son studio, et donc elle va faire l'ensemble de ses lives dans un grand studio qui ressemble presque à un studio télé, et elle va donc pouvoir créer du contenu pour ses lives, mais aussi pour l'ensemble de ses vidéos. Et puis vous avez d'autres marques qui créent ce qu'on appelle des content factories, c'est-à-dire des outils qui vous permettent de mixer de la photo, de la vidéo, du texte, et des outils derrière qui vous permettent de générer, je dirais presque de manière automatique, du contenu vidéo en masse pour alimenter vos sites e-commerce. Et donc tout ça, pour moi, c'est une formidable opportunité pour les marques pour entrer dans cette stratégie de création de contenu vidéo. Merci. Merci, on peut les applaudir, oui. Merci Laurent, merci Benoît. Je vous garde sur scène juste quelques instants. Est-ce qu'il y a des questions à propos du live shopping pour nos 2 speakers? N'hésitez pas, on a des speakers de très haut niveau ce soir. Il est déjà 18h, il y a un cocktail juste après, peut-être que les gens ont d'autres priorités, mais pas de questions? Ok, bah merci beaucoup à tous les 2, on peut à nouveau les applaudir et je vous invite à aller découvrir leurs solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets liés au retail média qu'on pourrait poser peut-être à Tanguy? Pas d'autres questions? Très bien. Ah si, mademoiselle, je vous apporte un micro. Présentez-vous. Oui, Zoé Laporte, je travaille chez Pernod Ricard en retail média. Et alors ma question, c'est plus côté annonceur au niveau des budgets. Donc on voit que le retail média implique des équipes médias, mais aussi parfois les équipes e-commerce. Est-ce qu'il y a des best practices du coup au niveau des PNL? Est-ce que c'est plus e-commerce, médias, voilà. Une question qui s'adresserait à qui? À Tanguy peut-être? Je vais donner le micro à Tanguy déjà, en tant que responsable de la commission. Il va me rejoindre sur scène. Au cas où il y a Gabi complétera alors. C'est un sujet qui existe depuis longtemps en effet, parce que le retail média est souvent issu du trade. Et donc, qui dit trade dit avoir des équipes trade marketing dans les organisations côté industriel, où en fait le trade était un sujet on a créé des équipes trade marketing à certains moments dans l'histoire. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a besoin de créer plus d'équipes qui soient entre plusieurs équipes côté industriel. Et le retail média est peut-être un sujet, peut-être toute l'activation du shopper d'un point de vue plus large. Voilà, c'est un petit peu ça mon début de réponse, mais peut-être que Gabi a plus de billes parce qu'elle a vu pas mal de choses aussi. Gabi, levez-vous pour qu'on vous voit bien du fond de la salle. Pour compléter, et je suis tout à fait alignée avec Tanguy, je pense que de plus en plus le retail média, et je ne parle pas de e-retail média, va prendre en compte en fait tout ce qu'on appelle omnicanalité. Aussi bien, c'est pas un hasard les 20-80 tout à l'heure. Il y a une nécessité d'échanger, de partager chez l'industriel entre le marketing et le commercial. Je pense que de toute façon, si on n'arrive pas à le faire, il faudra qu'il y ait des personnes qui arrivent à consolider tout ça. Et donc, chez certains industriels, il va y avoir, on va dire, ce qu'on appelle des responsables e-commerce.
Chez d'autres, il va y avoir un responsable marketing qui va parler avec le trade ou l'inverse. Et du coup, il y a une nécessité, je pense, de trouver vraiment ce chaînon manquant, je pense, pour y arriver en fait. Et je rajoute un point. Étant passé dans une belle maison qui s'appelle Unilever, Unilever a pris une décision de créer des hubs qui soient communs entre marketing et commerce finalement. En fait, si vous voulez, les directeurs marketing ou les directeurs commerciaux ont eu les doubles casquettes. Et je pense que c'est hyper intéressant d'un point de vue activation retail média, retail marketing d'une façon générale, parce que sans ça, c'est difficile d'avoir un budget qui soit commun, chacun ayant un peu des objectifs différents et des réflexes aussi qui sont différents. Je m'adresse à mon distributeur ou je m'adresse à mon client final, c'est pas la même chose. Et pour autant, le retail média, on est entre les deux. Donc on peut faire un parallèle avec le trade marketing historique Oui, c'est ça. C'est juste que le trade marketing était sur des équipes qui étaient identifiées, avec peut-être des budgets identifiés. Et aujourd'hui, ça passe peut-être à l'étape du dessus. Il est hyper important de comprendre comment fonctionne le digital media pour comprendre le retail media. Et il est hyper important de comprendre comment fonctionne la relation distributeur-fournisseur ou marketplace-seller. On en parlait tout à l'heure dans la table ronde. Pour avancer et pour avoir les bonnes décisions au final. Est-ce que l'on a répondu à vos questions? Formidable. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Profitez-en. Je suis sûr qu'il y en a d'autres. Pardon, Pas d'autres questions? Après, on peut prendre les questions après. Oui, il y aura peut-être des questions pendant l'étape d'après. Ben écoutez, n'hésitez pas à flasher ce QR code. On aura d'autres événements d'ici la fin de l'année. Le prochain, c'est le 6 septembre. On va parler de gaming. Et puis je crois qu'il y aura une communication sur le gaming dans les prochaines heures sur le site de l'Alliance Digitale. On a aussi déjà les dates pour l'événement de la fin d'année. Est-ce qu'on en parle réservé votre fin novembre pour le forum de l'Alliance? Catherine, on a la date? Ah oui, on a une date très très importante qui est le forum d'Alliance Digitale qui vous donne à tous rendez-vous le 30 novembre prochain, toute la journée, dans un lieu qu'on avait déjà utilisé l'an dernier, qui avait eu beaucoup de succès. Donc rendez-vous le 30 novembre, avenue Georges V au 28, et guettez la communication qui commence et la billetterie qui va s'ouvrir dans les prochains jours. Très bien, ça ne s'arrête jamais à l'Alliance Digitale, on travaille même tout l'été. Et j'en profite d'avoir la parole pour vous dire aussi, je crois qu'on a oublié de le mettre dans les slides, que cette session était filmée et sera disponible en replay prochainement sur la chaîne du marketing digital sur YouTube. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus ce soir pour assister à cette afternoon Retail Media. Merci également à ceux qui nous ont suivis en live sur LinkedIn. Il y en avait plusieurs dizaines. Et puis, je vous propose de vous rafraîchir autour d'un cocktail dans l'espace extérieur. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et encore merci à Publicis de nous accueillir.